Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 3e épisode bratislavien, on va dire, en direct du mondial de hockey sur glace, avec Grégory Beau de l'agence Sport Center, fournisseur de contenu pour le matin, 24 Tribune de Genève, 20 minutes. Je suis Jean-Frédéric de Betta de l'agence Keystone ATS. On va revenir sur les 2 victoires de l'équipe de Suisse en entame de tournoi contre l'Italie, un score fleuve, et contre la Lettonie, un peu plus dur. On va se projeter aussi sur les 2 matchs suivants contre l'Autriche et la Norvège. Et puis, on va un petit peu parler de l'arrivée de Sven Andrighetto et de son intégration au sein du collectif. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment tu vas ? Très bien, très bien. Je suis assez satisfait quand même de voir que l'équipe de Suisse a réussi à sortir de ce piège finalement contre la Lettonie. Un début de tournoi, en tout cas pour nous suiveurs, qui est assez intéressant. Il y a des choses à dire. Toi, qu'est-ce que tu as retenu de ce week-end ? Que finalement l'équipe de Suisse a gagné les matchs comme une vraie bonne équipe du championnat du monde finalement. Elle s'est pas laissée embêter par une faible équipe d'Italie, et ça n'a pas toujours été le cas. On se rappelle quand même de certaines catastrophes de début de tournoi contre le Kazakhstan, la Slovénie, etc. Là, elle s'est pas laissée embêter. Directement, ils ont mis le pied au plancher, puis ils sont pas retournés. Donc c'était très positif. Puis le lendemain, c'est une victoire qui est difficile contre la Lettonie. C'est une victoire où le gardien Merzlikins en face a failli le voler. Quand même, à un moment, il fait les arrêts, il tient son équipe dans le match le plus longtemps possible. Après, il y a toutes ces pénalités qui sont concédées en début de 3e tiers-temps. Et malgré ça, l'équipe de Suisse a fait le dos rond là. Et à la fin du match, c'est le talent individuel qui a fait la différence. Et l'équipe de Suisse a longtemps été l'équipe la moins talentueuse sur la glace. C'est plus le cas maintenant. Quand on a des Romagnosi, des Nico Hischier, à tout moment, ils peuvent faire la différence. C'est exactement ce qui arrive à la 57e. Donc, sur ce début de tournoi, l'équipe de Suisse a joué comme une bonne équipe. Ouais, j'aime bien le fait de se dire, souvent on regardait certaines équipes, puis tu identifies, c'est le cas aussi en football, tu identifies un joueur adverse, lui il est fort. Je me souviens de matchs en foot contre le Monténégro où tu avais un joueur où il fallait faire attention, et c'est lui qui marquait. Là, les Lettons, ils savent très bien qu'ils ont, en gros, une ligne majeure à tenir. C'était la ligne de Hischier avec Fiala, Praplan, et puis en défense, Weber, Josi, tu disais. Et il gagne le face-off, ce qui n'était pas toujours le cas. Ça a été on va dire, un point compliqué dans ce match. 20 sur 54, ça c'est problématique à part ça. Exactement. Et dont Teddy Bloggers qu'en a pris. Alors il en a pris beaucoup. Il en a pris, je crois, en tout cas près de la moitié. Rien à lui tout seul. Patrick Fischer l'a noté. Il a dit vraiment, il savait que les Lettons étaient bons, mais voilà. Lui finit à 22-8 plus 14. Il fait 30 engagements le type. Exactement. Et mais sur ce coup-là, en tout cas, je sais pas si c'était lui à l'engagement, mais Nico Hischier, toujours est-il qu'il le gagne. Josi qui met un puck, Praplan ils vont gratter ce but. C'est ce genre de but qui te fait gagner un match, puis qui te fait gagner 3 points dans un match comme ça. C'est ce genre de but aussi qu'il faudra sans doute marquer contre les nations un peu plus huppées qui viendront, mais même aussi contre sans doute l'Autriche et la Norvège, on en parlera après. Mais j'ai bien aimé cette réaction-là parce que à un moment, honnêtement, quand il y a eu ces 3 pénalités, je trouve que la Suisse en menait pas large. Ah non, mais je suis d'accord. Et on en parlait entre nous avant le match. C'était pas un match piège. C'était le gros match à gagner de cette phase de poule. Parce qu'en théorie, t'es censé battre l'Italie assez facilement. Norvège, Autriche, c'est des matchs, il faut les gagner. Mais normalement, la Suisse a un vrai avantage. C'était l'adversaire direct, on va dire, pour cette équipe de Suisse, cette Lettonie. Et elle l'a fait avec sérieux. Pendant tout le match, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie implication défensive de tout le monde. Mention spéciale à Philippe Kourachev. Il a 20 ans, le gamin, et il est tout le temps bien placé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne chez ce joueur. Mais c'est pas le seul. Et tu parlais de Praplan avant, du fait d'aller gratter des pucks, d'aller là où ça fait mal. Moi, je note aussi que Praplan, on se souvient de lui comme un joueur offensivement hyper doué. Même électrisant devant, il jouait avec Hollenstein à Cloton avant de partir en Amérique du Nord. Mais là, il a un autre rôle. Alors oui, il produit de l'attaque, il amène sa vitesse, mais il défend. Si Fiala peuvent avoir été aussi bons, on peut être aussi bon sur ces 2 premiers matchs, c'est aussi parce que Vincent Praplan fait son job sur cette première ligne. Et en début de match, ça m'a frappé, je crois, après 5 minutes.
c'est lui, c'est Praplan qui va se coucher sur un puck en zone défensive pour bloquer une grosse action des Lettons. Et finalement, de voir ce genre de joueurs-là qui sont censés être pas des joueurs exclusivement offensifs, c'est pas du tout son cas, mais de l'avoir comme joueur de rôle sur cette ligne, on va dire, c'est un luxe que peut avoir Patrick Fischer. Il doit pas mettre un bracaillon sur l'aile de la première ligne parce qu'il a du talent à tous les postes, mais chaque joueur, même talentueux, est capable de revenir, de se coucher, de faire du travail dans les bandes. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié sur ce match. Ça, c'est un point que tu soulignes, et je pense peut-être qu'on en fera, et toi et moi, un article pendant cette quinzaine, mais le fait que les rôles de certains joueurs, tu me fais penser à Genadzi aussi, qui accepte un rôle beaucoup plus défensif dans cette formation, et finalement, dans cette équipe de Suisse, bah, c'est des joueurs comme Marchini, il est très fort offensivement en championnat de Suisse. Il doit accepter et il doit se plier à un rôle plus complet, on va dire. Hein, il est moins unidimensionnel et finalement ça paye. On a l'impression que les joueurs que Patrick Fischer a sélectionnés sont extrêmement versatiles. Ils sont capables, quand la situation le demande, de jouer autrement. Ils ont pas des mauvaises habitudes. Alors il y a eu la préparation qui leur a permis de peut-être un petit peu changer, mais on voyait Christophe Berchi aussi, qui est un joueur offensif avec Lausanne, qui joue sur une des deux premières lignes, et puis qui peut être en bottom six, un petit peu comme Noah Rod. Et ça, c'est hyper intéressant. Le nom de Berchi que tu mets en avant. Donc on rappelle, lui, il joue centre de quatrième ligne au centre de Noah Rod et Tristan Chervet. C'est pas son rôle de base. C'est plutôt un ailier. On rappelle, à Copenhague, c'était Joël Vermin qui avait plutôt joué au centre, alors que c'est un ailier quand même, mais il est un peu plus capable, on va dire, de jouer les deux positions. Là, Berchi, il peine vraiment au centre. Il a perdu ses 9 engagements. Alors, comme tu disais, en face, ils ont envoyé tout le temps le même et puis ils les gagnaient tous. Mais malgré ça, moi je trouve, vous regarderez au prochain match peut-être, mais moi je trouve qu'il a une vraie conscience défensive. Dans le sens où Fischer veut que les attaquants portent le puck, veut qu'ils aillent soutenir l'attaque, mais tu peux pas le faire si ton centre n'a pas cette conscience défensive. Et Berchi, il est tout le temps le premier à mettre le premier coup de patin au cas où ça se passe mal pour le défenseur, pour être placé. Et hier, 3 ou 4 fois, c'est lui qui vient combler et qui coupe une contre-attaque finalement. Et tu parlais de rôle, de devoir. Berchi, c'est un joueur à Lausanne qui est offensif. Il est censé passer plus de temps dans la zone adverse que dans la sienne. Et là non, il a une mission et il l'a fait parfaitement. Donc moi je trouve qu'il y a beaucoup de positifs à retirer. Après, l'équipe de Suisse a joué l'Italie et la Lettonie. C'est 2 matchs qu'elle devait gagner, même si la Lettonie c'était pas évident. C'est 2 matchs qu'elle devait gagner. Elle les a gagnés. Maintenant, elle a pas franchi de palier. Elle a rien accompli pour l'instant. C'est le devoir accompli à la limite, mais rien de plus. C'est juste, mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes à voir là derrière dans ces 2 victoires. C'est l'apport des jeunes. Tu mentionnais avant Kourachev, 19 ans, hein, il a pas encore 20 ans. Ischier, tout juste 20 ans. Yanis Moser, à 18 ans. Tu les mets dans des situations. Les 2 matchs sont finalement très intéressants pour eux parce qu'on a une victoire large où il faut rester concentré du début à la fin et avoir la conscience professionnelle de se coucher sur les pucks, de faire attention même à la 56e alors qu'il y a déjà 8 ou 9-0. Et puis contre la Lettonie, alors là, le match où c'est physique, où c'est tendu, où la moindre erreur, parce que on disait à 1-1, la Suisse fait assez peu d'erreurs, elle fait vraiment un match très correct. Mais tu sais que en hockey sur glace, une vieille déviation, un patin, un peu qui part un peu n'importe comment et puis qui finit au fond. J'ai trouvé que ces 3 joueurs-là, malgré le fait que Ishii a 2 années de NHL derrière lui, il a quand même que 20 ans. Et c'est important de le rappeler, ça, justement. Premier championnat du monde, mine de rien, t'as beau avoir joué en NHL, être un premier choix de draft, de tout ce qu'il a déjà réalisé dans sa carrière. Moi, j'imagine quand même que ton premier championnat du monde, ça doit être spécial. Et il rappelle sans cesse son attachement au maillot, de jouer pour le pays, c'est hyper important. T'as quand même les papillons dans le ventre à un moment ou à un autre, et ça c'est pas remarqué. Et dans le même ordre d'idée, Yanis Moser, c'est hallucinant. Fischer a l'air d'avoir une confiance aveugle dans ce joueur. Et il est mérité, hein. Tout à fait. Ce qu'il fait depuis le début du tournoi, c'est vraiment parfait. J'ai pas souvenir d'une erreur de Moser depuis le début du tournoi. Et pourtant, il a joué ses 2 fois 12-13 minutes.
Contre les Lettons, quand il fallait envoyer quelqu'un en box-play, il a mis Yanis Moser avec Diaz. Il n'y a pas de raison de pas lui faire confiance à ce moment-là. Et il mérite cette confiance. Il joue juste. Il en fait jamais trop. Mais il a 18 ans. Et ça, franchement, on le dira. Je pense qu'on le dira dans chaque épisode de Colfax. Mais la saison de Yanis Moser est ahurissante. Ce qui est assez, on va dire, amusant, c'est de voir que sur le premier tiers, c'est lui qui joue le moins. Alors, ça se joue à quelques secondes. Mais il joue 2,58, il joue 5,07 dans le deuxième tiers, et puis 4,35, mine de rien aussi dans le troisième. Il joue plus que Michael Fora, il joue autant que Lucas Frick qui a quand même plus d'expérience. Il joue 2 fois plus que Joel Genadi. Exactement, c'est mine de rien, c'est le vote de confiance là dans un match serré. Le troisième tiers, il y a 1-1, il y a du box-play à jouer parce qu'il y a ces 3 pénalités qui viennent de suite. Mm-hmm. Ouais, chapeau, je sais que les suiveurs de Bienne nous ont déjà dit, mais en gros, on l'a pas vu faire une erreur cette année. Mm-hmm. Mais là, on a vraiment l'échelon supérieur encore, voir la qualité d'un garçon qu'on ne connaissait pas. Moi, je crois qu'on peut aussi admettre, alors peut-être qu'on avait entendu vaguement le nom, mais on peut admettre qu'on ne le connaissait pas au mois de septembre avant qu'il débarque. Ah non, mais complètement. Mais comme dans chaque club, on entend des noms de joueurs qui vont être bien, qui sont bons avec les juniors élites, qui sont des joueurs d'avenir pour chacun des clubs, on en a. Yanis Moser, oui, mais comme plein d'autres finalement. Donc le nom était connu, mais s'il y a une année au hasard, il y a une année un Biennois nous avait dit mais cette année Yanis Moser je le verrais bien au mondial en septembre dernier. Ouais, honnêtement on aurait souri, je pense. On est des gens polis, donc on se serait absolument pas moqué, hein, mais on aurait intérieurement souri en disant faut se calmer quand même un petit peu. Et il est là. Moi je pensais pas qu'il serait sur la glace au début de la préparation. Il est là. Il est pas là pour juste voir et puis sentir l'air de l'équipe nationale. Non, il a un vrai rôle dans cette équipe avec Diaz. Diaz à côté de lui, il joue son rôle de mentor, même s'il a eu un petit coup de sang contre la Lettonie et il a plutôt intérêt à ce que ça se reproduise pas, parce que ça a failli coûter très très cher. Coup de crosse dans les mollets. Ok, on peut se poser la question, est-ce que le Letton en a rajouté un peu? Et encore, parce qu'il le tape, je suis pas sûr qu'il est bien protégé, donc je pense quand même qu'il a eu mal, le Letton. Diaz sur ce coup-là, bon, c'est un avertissement sans frais. Je pense qu'il s'est fait chauffer les oreilles après le match. Mais son rôle de mentor avec Moser, il le joue bien. Moi, j'ai parlé avec Moser après le premier match. Puis il disait, mais il est hyper précieux pour moi. Il me calme. Il disait, les 5-6 premiers shifts, Moser, j'étais un peu nerveux. Mais après, justement, Diaz m'a bien pris sous son aile, m'a parlé, m'a rassuré pendant tout le match. Et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas sur la glace, mais qui sont terriblement précieuses. Puis un aspect qui m'a beaucoup plu, mais je pense qu'il y a beaucoup plu dans l'équipe aussi, c'est la patience de cette victoire contre la Lettonie, parce que attendre la 57e, jamais paniquer, parce que mine de rien l'équipe de Suisse aurait pu se dire faut se ruer un peu à l'attaque parce qu'on peut pas partir en prolongation, on doit gagner les 3 points. C'est pas arrivé, ils ont continué à dérouler leur plan de match. Et justement, j'ai parlé avec Romain Leffel qui avait la lèvre en sang au passage parce qu'il s'est sacrifié sur un coup de canne adverse pendant le deuxième tiers-temps. Il a dû aller se faire recoudre, il avait des points de suture, mais il avait fait la gentillesse de s'arrêter au micro quand même pour décrypter ce match. Donc je vous laisse écouter son sentiment. C'est des matchs comme ça qu'on veut gagner, et puis sur lesquels il faudra s'attendre pour la suite du tournoi. C'est ce genre de matchs là qui font vraiment plaisir à gagner. Quand tu joues solide défensivement, et puis que tu perds pas patience, tu continues à travailler fort, tu continues à mettre du monde devant le but, et voilà, on a dû attendre 3 minutes avant la fin pour marquer le deuxième, mais jusque là on a travaillé fort, on a pris trop de pénalités, ça c'est le point faible du soir. On a fait un très bon job en box-play, et voilà, je pense qu'on a su être patient, on a su garder la tête froide et aller, et voilà, avec le but, le deuxième, Yossi qui shoot, Praplan et Nico qui se battent et qui arrivent à le mettre au fond. C'est ce genre de but là qui font du bien. C'est ce genre de but là qui va falloir des tricots tic-tac-toe. C'est beau pour les spectateurs, c'est beau pour nous, mais c'est pas ce genre de but là que tu vas réussir à mettre chaque soir. On se projette maintenant sur les 2 prochains matchs de l'équipe de Suisse contre la Norvège, l'Autriche d'abord, la Norvège ensuite. 2 matchs qui ressemblent
assez à ce qu'on a pu avoir en début de tournoi. Alors, je leur ai demandé aussi après le match s'ils voyaient des matchs similaires à celui de l'Italie ou similaires à celui de la Lettonie. Forcément qu'ils ont logiquement plutôt dit que ce serait comme contre la Lettonie, parce que le match contre l'Italie... Il y aura un adversaire, quoi. Voilà, c'est ça. Et l'Autriche, elle a perdu 5-2 contre la Lettonie et perdu 5-0 contre la Russie. Logique. Bon, la Russie, ouais, effectivement, faut pas compter faire grand-chose contre cette équipe. Hein. Mais je pense que de jouer l'Autriche en 3 et pas en néo-promu en ouverture de tournoi, pour la Suisse, c'est une bonne chose. Oui, complètement. J'ai vu ce match contre la Lettonie, l'Autriche m'a pas impressionné, faut avouer. Maintenant, ouais. Il faudra quand même le jouer, il faudra quand même le gagner. Mais les odds sont quand même nettement favorables à la Suisse. Oui, je suis assez d'accord. C'est une équipe qui a des joueurs. Ils viennent beaucoup de Ligue Ebel. Malheureusement, par rapport à la National League, les Ligue Ebel, c'est quand même un autre niveau. Mais moi, je me réjouis de voir Peter Schneider qui joue dans cette équipe d'Autriche. Mm-hmm. Il y a Dominique Severger. Il y a 2-3 gaillards qu'on connaît par chez nous. Offert aussi. Il y a Offert. Il y a des joueurs de hockey. Sans faire injure à l'Italie, c'est quand même d'un autre calibre ce qu'on va avoir avec l'Autriche. Mais, comme on disait tout à l'heure, l'équipe de Suisse doit être capable de les gagner ces matchs et assez, pas tranquillement, mais elle doit pas trembler dans ces matchs-là. C'est aussi, ça va avec ce statut-là qu'elle veut avoir ou qu'elle a de, vice-championne du monde, certes, mais équipe qui veut aspirer à être top 6, top 5, ça passe par des victoires logiques, simples, contre des équipes comme l'Autriche, comme la Norvège. Et moi, je tablais sur 10 points après 4 matchs pour être assez tranquille pour la suite du tournoi. En disant, si tu te fais arracher une prolongation par-ci, par-là, c'est pas dramatique. Là, 2 matchs 6, faut continuer. En continuant sur cette lancée, il y a vraiment moyen de mettre la pression sur les premiers pour être 2-3. Mais ça passe par le plein, des mardis soirs. Moi, je vois bien, je dirais que le score idéal, si tant est qu'il y en ait un, ce serait un 5-1, quelque chose de un 4-0, 5-1, où finalement tu ne trembles pas, tu fais ton match de manière sérieuse, et puis on voit simplement qu'il y a une équipe qui est plus forte que l'autre, mais qui va pas lui rouler dessus en fait. Toi, tu penses pas que la Suisse va rouler sur l'Autriche? Je sais pas s'ils ont cette mentalité-là. Ils ont eu la mentalité d'aller jusqu'au bout et très très bien d'ailleurs contre l'Italie, de pas s'arrêter, de respecter l'adversaire, d'y aller jusqu'au bout, puis de se coucher sur les pucks, de faire vraiment le job de la première à la 60e minute. Très très positif. Là, je me dis que si tu arrives après 50 minutes à être bien en avance, peut-être un petit peu sortir certains de l'alignement, parce que tu le disais aussi de temps en temps, on a les back-to-back, quoi. Et ça, pour le coach, tu peux pas tellement reposer tes joueurs, mais si le contexte du match fait que c'est possible, il va pas se priver. On avait vu Yossi jouer beaucoup moins de minutes. Là, il est à 23 minutes contre la Lettonie alors qu'il était à 23-46, ouais. Voilà, exactement. Il était à un quart d'heure contre l'Italie. Et là aussi, mention spéciale à Fischer qui a justement bien dilué son temps de jeu sur les 4 lignes contre l'Italie. Et ça, mine de rien, sur le long terme, ça peut avoir une certaine importance d'avoir calmé ces 2 premières lignes. Mais pour revenir à l'Autriche, faut quand même pas négliger certains talents offensifs. Moi, il y a Konstantin Komarek, que je trouve intéressant à avoir joué en général. Tatserga, on en a parlé avant. Il y a Thomas Raffel, qui est quand même un habitué du championnat du monde. C'est un joueur qui a des qualités. Et par contre, le meilleur compteur depuis le début de ce tournoi pour l'Autriche, ça va faire plaisir à certains. C'est Raphaël Herburger, ancien biennois. Exactement. Enfin, ancien éphémère biennois. Donc, ok, il a fait quand même 3 saisons. Et là, il a une nouvelle vie à Salzbourg. Il fait des saisons à une 30aine de points depuis qu'il est retourné en Liga Belle. Lui aussi, c'était pas un mauvais joueur de Liga. Il faisait sa petite 15aine de points en Liga. Ça fait partie de ces joueurs qui sont talentueux ou qui ont des qualités. Maintenant, s'ils avaient dû s'ils avaient dû être sélectionnés avec l'équipe de Suisse, à part peut-être Peter Schneider et Dominique Severger, les autres, je pense pas qu'ils venaient. Donc, à chaque poste, il y a quand même un peu plus de
de qualité, j'ai l'impression. Faut aussi se méfier un tout petit peu pour la Suisse, mais il y a pas besoin qu'on le leur dise. C'est l'esprit des Autrichiens qui seront assez c'est un derby pour eux de jouer contre la Suisse. Finalement, c'est quand même un adversaire qui parle. Je me rends pas bien compte par rapport à l'Allemagne, mais comme des Zwerger, des Hofer, des Peter Schneider vont jouer en Suisse ou vont jouer en Suisse, Herburger a joué en Suisse. On a pas mal de joueurs qui viennent joue en Suisse. Exactement. On a pas mal de joueurs qui viennent de Feldkirch et de toute cette zone du Vorarlberg qui est quasiment en Suisse finalement. Ils vont plutôt jouer vers dans le canton de Saint-Gall ou Oberthurgau. Il y a pour eux, je pense, plus que c'est pas un simple match. Ils ont vraiment envie de montrer un petit peu comme certains Italiens qui jouent contre les Luganais, de dire là ils ont vraiment envie de faire quelque chose et il faudra se méfier. C'est l'équipe de Suisse de foot contre la France pour nous vraiment. Ouais, mais après tu me diras il y a aussi l'Allemagne, il y a tellement de pays limitrophes que finalement puis ils sont tous au championnat du monde. On se rappelle que l'année passée l'équipe de Suisse avait commencé son tournoi contre l'Autriche et il y avait Bernard Starkbaum qui est de nouveau le gardien. Qui a joué un des 2 matchs, on verra qui sera titularisé pour ce match contre la Suisse. Bernard Starkbaum, moi j'en ai pas dormi pendant 2 nuits, je pense, à Copenhague, tellement il avait fait un gros match contre l'équipe de Suisse. Sauf erreur, les shoots, j'ai regardé ça en préparant le tournoi, mais c'était une 50aine à 18, quoi. Et l'équipe de Suisse était partie en prolongation quand même, parce que Bernard Starkbaum avait tout sorti. Ça, c'était Corvi qui a marqué le but. Corvi marque le but décisif en prolongation, exactement. Toujours important de rappeler Enzo Corvi quand on est à ce moment. Il nous manque Enzo Corvi, c'est clair. Mais du coup, ça peut aussi être un problème. On l'a vu avec Merzlikins. Si un gardien décide de démonter les pucks pendant 60 minutes, ça peut embêter. Ça peut complètement, surtout que on a vu l'équipe de Suisse alors elle a pas paniqué, mais elle s'est créé des occasions et a manqué ce sens du but ou ce que peut avoir un Niederreiter ou qu'avait un Niederreiter l'année passée ou un Timo Meyer. Mais bon, on va pas pleurer pendant tout le tournoi à l'absence de ces 2 joueurs. Mais ça peut de temps à autre manquer, et si un gardien en face est dans un très gros soir, attention. Transition toute trouvée, tu parles de Niederreiter et de Mayer qu'il faut pas pleurer, mais par contre il y en a un où on peut se réjouir, c'est Sven Andrighetto qui est arrivé à Bratislava, qui sera forcément aligné contre l'Autriche. Ce qui implique que il y avait 12 attaquants qui étaient inscrits, il y avait Ria et Bertaggia qui n'étaient pas inscrits. Patrick Fischer a dû faire un choix, il a choisi Damien Ria, donc il a préféré visiblement la forme, on va dire, des matchs de préparation, ces 4 buts marqués par Bertaggia. Je pense que ça a dû quand même peser dans la balance plutôt que le Damien Ria vice-champion du monde de l'année passée. Ouais, qui a été renvoyé au pays. Il est reparti ce lundi en Suisse avec l'arrivée de Sven Andrighetto. Je pense pas qu'on est à même de pouvoir juger lequel des 2 il fallait conserver. Ça dépend tellement de quel rôle voit Patrick Fischer, de la forme des uns et des autres. Il suffit qu'il y ait un joueur, peu importe lequel, qui a un petit bobo quelque part, de se dire ouais, mais si lui ça venait à s'aggraver, j'ai Bertaggia plutôt que Ria parce qu'il a exactement les mêmes qualités. Donc là, alors ça c'est vraiment le genre de point où je pense que nous on n'a pas assez la vision à l'interne pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est juste ou faux. C'est un choix qui a été pris. Par contre, Andrighetto il fait un excellent mondial l'année passée, il finit à 9 points. On a été suspendu un match, d'ailleurs. En ayant été suspendu un match, il arrive faudra lui dire de se calmer contre l'Autriche. C'était son premier match, ce Ferrer, où il a pris une pénalité de match. Faudra lui dire, tu vas gentil le premier match, d'accord? On va pas reprendre une pénalité de match directe. Mais c'est un joueur qui a une expérience NHL qui est quand même assez grande finalement. Maintenant, il a plus de 200 matchs de NHL en carrière. C'est un joueur qui produit de l'attaque. Moi, la question que je me pose, très bien, t'as 4 lignes qui fonctionnent toutes finalement dans leur rôle assez bien. Comment tu fais pour intégrer Sven Andrighetto? Ce serait quoi ton idée? Je te pose la question parce que moi j'en ai une. Ouais. Pour moi, il doit
il doit faire, il est top 6. Donc, ou après, soit tu décides de le mettre en top 9 en disant comme ça, t'as une ligne encore plus forte. C'est laquelle ta deuxième ligne? Mais voilà. Entre pour moi, le problème, c'est qu'à la base, je t'aurais dit Nino Martini de base avant que le championnat du monde commence. Mais je trouve que finalement, ce serait dommage de séparer Hoffman, Kourachev, Martini, qui est vraiment une ligne qui marche bien. Et on a fêté André Sambul pour ses 100 matchs en championnat du monde. Et je me dis, Gaëtan Haas, Simon Moser, Sven Andrighetto, pour moi, comme ça, je sortirais André Sambul. Ou peut-être que je décale en bulle, je le mets en 4e, et à ce moment-là, je sors peut-être un Christophe Berchi de l'alignement. J'essaie de changer quelque chose. Mais... C'est exactement ce que moi j'imaginais. Moi j'imaginais Berchi partir en 13e attaquant. Rod replacé au centre parce que Noah Rod peut jouer centre, il le fait pas avec Genève, il le fait pas en équipe de Suisse, mais il peut jouer centre. Tu mets Ambul de côté, Ambul peut le faire aussi, donc c'est pas forcément non plus un problème. Et effectivement, Andrighetto avec Gaëtan Haas et Simon Moser, moi ça me plaît bien comme idée, je dois dire. Et on enregistre cet épisode avant de pouvoir aller à l'entraînement parce que nos emplois du temps respectifs font qu'on peut pas le faire après. Mais si vous l'avez pas encore fait, je pense que sur nos réseaux sociaux respectifs, on aura déjà tweeté à ce propos pour savoir si on a l'air de génie ou d'âne sur ce coup-là. Mais la venue d'Andrighetto, ça peut amener ce petit punch supplémentaire offensivement qui peut faire la différence sur la suite du tournoi. Et puis sur le powerplay aussi, parce que les unités spéciales, alors la Suisse pour l'instant s'en sort pas trop mal, hein, mais tu vas jamais cracher sur un apport pareil. C'est un gaucher, tu peux le placer sur la droite, un petit peu comme ce qu'on a l'habitude de voir maintenant en championnat de Suisse avec le système 1-3-1 avec un droitier qui shoot de la gauche et un gaucher qui shoot de la droite. Il est aussi capable de délivrer de très bonnes passes. Faudra voir. Je pense que Patrick Fischer a trouvé deux powerplay qui fonctionnent pas mal avec un côté quarterback Yossi, un côté quarterback Leffel. Leffel qui a beaucoup manqué pendant la période à 5 contre 3 d'ailleurs. Exactement. Et là d'avoir Andrighetto qui a cette vitesse de jeu, cette capacité de réfléchir à haute vitesse, je pense que Fichy, il est super content d'avoir cette possibilité-là, alors que il a déjà gagné le match. La question, ce sera à la place de qui, justement, sur ces deux unités spéciales? Peut-être qu'un Kourachev va faire céder sa place, parce que c'est justement lui sur un des deux powerplay qui prend cette position dont tu parlais tout à l'heure. Mais je l'ai trouvé bon, quoi. Il a été bon, c'est ça le problème. Et il est centre, donc il va aller aux engagements. Mais des fois, il met deux centres. Oui. Ça, si jamais il en a un qui se fait chasser, il peut potentiellement en avoir un autre. Ouais, c'est très difficile, ce sera hyper intéressant. Bon, sur ces notes positives, on a l'impression d'être très positif, mais il y a de quoi, hein, quand t'as 2 matchs, 12 buts marqués, 1 encaissé, on va pas commencer à se dire que rien ne va, non, vraiment pas. On va se retrouver en fin de semaine. D'ici là, l'équipe de Suisse aura joué donc l'Autriche et la Norvège mardi et mercredi. Nous, ce sera soit jeudi, soit vendredi pour le prochain épisode de Colfax. D'ici là, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux. Ask Colfax. Hein. Ah voilà, que ce soit sur Instagram, Twitter, Facebook, partout. On est désormais présent sur YouTube aussi. C'est possible de nous y écouter si vous préférez. On tente un truc. Et puis voilà, d'ici là, profitez bien de ces matchs de l'équipe de Suisse et à bientôt. À bientôt.